Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous deux formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Grenier. Écoutez, aujourd'hui, je suis en présence de Baptiste Garnier, qui est un conseiller en gestion de patrimoine, et on va parler du sujet le plus sexy du monde patrimonial, ou en tout cas l'un des plus sexy, qui est le démembrement, et qui est souvent un véhicule qui est soit pas assez utilisé, soit méconnu. Et ce que j'avais envie, c'est de recevoir une personne qui maîtrise le sujet. Donc j'ai sondé un petit peu la communauté avec des gens avec qui je travaillais, et Baptiste a été celui qui a été assez précis. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai voulu le recevoir. On a travaillé ensemble, alors, plus lui que moi, bien évidemment, mais sur une trame pour que vous puissiez comprendre ce mécanisme-là, comment l'utiliser en fonction de différents profils. Parce qu'en fait, voilà, je le trouve méconnu. Même moi, j'ai appris des choses en préparant le podcast, donc ça, c'est cool. Et je sens que je vais en apprendre encore plus. Donc Baptiste, alors, soyez indulgents aussi avec Baptiste, c'est son premier enregistrement avec podcast, mais je pense qu'il va le faire à merveille. Par contre, du coup, Baptiste, j'aimerais quand même que tu te présentes, que tu me dises qui tu es, d'où tu viens, et pourquoi un petit peu tu es légitime. Alors, tu me l'as dit en préparant, tu avais fait certaines formations, mais j'aimerais que tu te présentes et en arrivant tout doucement, cette légitimité qui est de parler de démembrement ensemble aujourd'hui. Ouais, très bien. Eh ben, écoute, avec plaisir, Mickaël, effectivement, de parler de ce sujet. Donc moi, Baptiste Garnier, j'ai 30 ans. Donc ça fait un peu plus de 7 ans que je fais ce métier. Comme tu disais, au niveau des formations, moi, j'ai une formation initiale d'ingénierie financière. Et ensuite, je suis passé par l'OREP à 2 reprises. Donc, je cite leur nom, puisque notamment en matière de démembrement, s'il y a une personne qui a énormément apporté, c'est bien le doyen Jean Aulagnier, qui les représente aussi aujourd'hui. Et Que te dire pourquoi l'OREP est si reconnu dans le monde de la gestion de patrimoine? Parce que tu le dis, tu as fait 2 fois, tu les cites. Alors, j'ai aucun problème avec ça d'ailleurs, parce que je les connais de nom, mais pourquoi ils sont si reconnus dans ce domaine-là? Alors, historiquement, c'est la faculté de Clermont-Ferrand, hein, qui est, Ouais, c'est vrai. qui faisait partie des premières à dispenser ces formations-là. Depuis, il y en a d'autres et de grande qualité aussi, hein. C'est pas le sujet, et a été créé finalement en parallèle de ce cursus vraiment initial à la faculté, l'OREP, qui a permis aussi de développer des formations pour des personnes qui travaillaient déjà et qui venaient apporter sur un rythme du coup un petit peu différent ces formations, et qui ont aussi l'intérêt d'être vraiment dispensées par des personnes du métier Du qui terrain, ouais. Mmh. voilà, du terrain, et qui apportent vraiment cette expertise et ce regard un petit peu différent, si on se remet tous dans des formations initiales qu'on a pu avoir, où parfois ça pouvait être peut-être un peu plus théorique, un petit peu plus scolaire. Là, ce qu'ils ont réussi à apporter par ce biais, c'était cette notion-là. OK. Voilà. Donc du coup, tu as fait ça il y a 7 ans, c'est ça? Ou tu l'as fait en 2 fois, tu m'as dit? Donc Ouais, peut-être qu'il y a eu je 2 l'ai fait il y a eu en 2 2 périodes? fois, et exactement, parce qu'en fait, il y a différents niveaux, puisque la gestion de patrimoine, c'est un univers assez large, et avec Très large. différentes très, très large, avec différentes spécialisations qu'on peut avoir chacun. Il y en a qui vont faire principalement les clients particuliers, certains qui vont être très axés sur des aspects juridiques, comme on va parler aujourd'hui du démembrement, Mmh. d'autres au contraire qui vont être beaucoup plus axés sur des sujets fiscaux, des sujets économiques. Et il y a aussi d'autres sujets tels que s'occuper, ce qui est aujourd'hui mon cas, c'est à peu près 2 tiers de mon activité, de toutes personnes qui sont non salariées. Donc ça va être les professions libérales, les Mmh. dirigeants de TPE, PME, ce genre de choses. Il y a des gens qui sont spécialisés sur tout ce qui est international, puisque c'est pareil, on avance aussi dans des générations où on a de plus en plus de personnes qui vont être amenées
de façon durable ou à plusieurs reprises dans leur vie finalement à s'expatrier, à aller dans différents pays. Et donc tout ça pose forcément des questions, parce que à partir du moment où on commence à avoir, des intérêts, qui soient, financiers, immobiliers, peut-être à partager sa vie avec quelqu'un qui est, également, pas, français ou française initialement, va se poser plein de questions. Et donc la gestion de patrimoine recouvre vraiment tous ces sujets-là, et d'où, l'intérêt, finalement à chaque fois de se former sur chacun, de ces sujets pour être véritablement, bon dans ce qu'on fait, parce qu'encore une fois, c'est, un degré, de technicité assez important. Ouais, mais ce qu'on voit aussi, c'est que, nous, on bosse avec, certaines personnes dans le monde de la gestion de patrimoine. C'était un monde inconnu il y a quelques années, alors que Je qu'on connaissait, mais vraiment avec ces mythes, surtout ces légendes, en fait, et on s'aperçoit qu'en fait, dans tout secteur, tu as bon et pas bon, et tu as expert et pas expert. Donc, toi, comment tu t'es dit là, parce qu'il y a 7 ans, tu t'es dit: «Je vais peut-être me lancer à faire ce genre de formation», mais qu'est-ce qui t'est dit: «Je vais me mettre dans la gestion de patrimoine à 20-23 ans»? Parce que tu dis c'est pas à 23 ans, tu dis: «Allez, je fais, une formation». C'est qu'à un moment donné, il y a peut-être, quelque chose qui t'a dit, il y a quelque chose, un intérêt qui t'a dit: «Je vais faire ça», parce que c'est pas non plus le premier métier auquel on pense, à sortie d'études, quoi. Ou peut-être je me trompe, je sais pas. Non, effectivement, c'est après, moi j'ai très tôt, eu un intérêt pour ces sujets-là, j'ai acheté mes premières actions, quand j'étais encore lycéen, pour parler d'un sujet que tu connais bien, premiers investissements locatifs, autour de Un peu, ouais. 19-20 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été vraiment, plus dans le quelque chose qui au début m'intéressait beaucoup. Et je pense que après comme beaucoup aussi, c'est, des rencontres qui font que, ça va, t'ouvrir les yeux sur des métiers, te donner envie de continuer dans une voie. Et moi, c'est vraiment ça. C'est, un stage que j'ai fait initialement en master 1 où je me suis dit: «Tiens, tout Ouais, l'aspect, banque privée, ingénierie patrimoniale, c'est quelque chose, qui pourrait m'intéresser, qui pourrait être cohérent avec à la fois ce que j'aime faire à titre personnel et puis, ce que je peux étudier par ailleurs». Et j'ai eu la chance de tomber, vraiment sur un super maître de stage, qui, m'a montré, comment lui, voyait ce beau métier, parce que c'est aussi ça qui est, assez intéressant. On a parlé juste avant des différents, sujets, mais ce qui est par conséquent la beauté de ce métier, c'est que chacun peut en faire véritablement, ce qu'il souhaite et ce qu'il aime. Parce que, tu vas pouvoir discuter avec 2 conseillers en gestion de patrimoine, on pourra avoir finalement des quotidiens très différents, parce que selon les sujets qu'on va traiter et la clientèle qu'on va adresser, on aura des métiers complètement différents. Et et donc ça a été vraiment ce stage, et cette rencontre aussi humaine, qui a été, vraiment la confirmation du fait que c'était une voie qui allait me plaire et qui m'a donné envie de creuser davantage. parce que du coup, toi, tu dis que, en quoi tu t'es spécialisé, du coup? Parce que là, ce maître de stage, peut-être qu'il était peut-être plus spécialisé financier, un peu moins IMO ou l'inverse, je sais pas. Parce que moi, c'est ce que je remarque. Il y en a qui sont très, très, très focus, financier. Il y en a qui font pas du tout d'immobilier. C'est rare, mais j'en vois, 0. Mmh. Et il y en a qui font beaucoup d'immobilier, du financier. Toi, comment tu t'es spécialisé au fur et à mesure des années? Alors, la spécialisation pour moi, elle a été surtout sur la partie, conseil, OK. puisque, d'expérience, finalement, c'est plutôt par cette partie-là qu'on va, rentrer en relation avec un client la plupart du temps. Hem, Ce que je te disais, moi, j'ai par exemple 2 tiers de mes clients qui sont plutôt des travailleurs non salariés. Mmh. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Des questions, de choix de forme sociale pour exercer Ouais. dans leur société, des questions de rémunération pour savoir comment finalement est-ce que j'essaye d'en laisser le moins possible entre la richesse que je vais générer dans mon entreprise et ce que moi je vais pouvoir, récupérer à titre personnel? Il y a des sujets et on pourra en reparler parce que le démembrement est une très bonne solution pour ça, d'acquisition ou non de ces locaux professionnels, parce que, selon, l'activité qu'on a, l'endroit où on la pratique, il peut à un moment donné être intéressant de devenir, que donc soit l'entreprise, soit le dirigeant devienne propriétaire de ces locaux. Et encore une fois, à ce moment-là, on pourra éventuellement faire intervenir, le démembrement de propriété. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est un sujet extrêmement large. Pourquoi? Parce que, heu, très souvent, quand on parle de démembrement de propriété, les gens en entendent parler dans le sens, «Ah oui, bah tiens, suite à un décès,
mon père ou ma mère, qui a survécu effectivement, a eu un usufruit, il y a eu du démembrement dans Ouais. cette succession ou alors on a anticipé les choses, on a fait une donation, les parents nous ont transmis la nue propriété de quelque chose, mais les gens ont assez peu à l'esprit qu'un démembrement, ça peut aussi s'organiser de façon conventionnelle Mmh. et pas forcément avec derrière, une fin qui serait, le décès, d'un usufruitier. Donc C'est fou ça, hein? c'est exactement C'est dingue. et donc on peut avoir, tout ce genre de sujet et évidemment, on va se poser aussi ensuite la question, du jour où, bah, le dirigeant d'entreprise va vouloir transmettre, sa société, que ce soit à des gens de sa famille, que ce soit à des salariés, que ce soit à des repreneurs complètement externes et donc là, va se poser également, plein de questions. Des questions bien évidemment, de fiscalité suite à cette reprise, mais aussi les questions de l'après. C'est-à-dire que comment est-ce que je vais gérer le passage de, cette entreprise qui était une partie importante de mon patrimoine, qui était l'élément qui me générait, finalement, l'essentiel de mes revenus, en partie, et comment est-ce que je vais transformer ce capital en quelque chose qui va me permettre de continuer à vivre, de maintenir mon train de vie et pour certains, ça devient aussi un enjeu parce qu'on constate que il y a des cessions d'entreprise qui se font de plus en plus tôt, bah, finalement de gérer aussi tous les aspects, j'ai envie de dire, sur l'aspect social, Pourquoi ça se fait de de plus en plus tôt? alors, ça dépend, parce que tu peux avoir, déjà il y a eu, l'émergence de tout un tas de sujets un petit peu, plus, j'ai envie de dire, logiciels, informatiques, ce genre de choses. Donc on a D'accord. pu avoir des personnes On généralement perçait plutôt vite. voilà exactement, Mmh. plutôt jeunes et puis qui, petit à petit, se sont, détachés du projet. Mais on voit aussi, bah, les aspirations changer. C'est-à-dire que le dirigeant, de TPE, PME qui va rester accroché à son siège, assez longtemps, bah, on voit que c'est quelque chose qui est aussi en train de changer parce que les gens, et c'est quelque chose qu'on voit dans la société au sens large, ont envie plutôt de, bah, de pouvoir profiter, de pouvoir, vivre d'autres choses, à On le côté voit nous. Ouais. et exactement Ouais. et pourquoi je pense à ça? Parce que, bah, on en parle encore en ce moment. Est-ce qu'on va ou pas revenir sur la réforme des retraites? Mais en tout cas, ce qu'on a pu constater jusqu'ici, c'est que, le mouvement a été plutôt de rallonger les durées de cotisation, Mmh. repousser, l'âge de départ à la retraite et donc bah, se pose la question, sans même aller chercher des extrêmes de céder beaucoup plus tôt, mais si moi, dirigeant d'entreprise, je cède mon entreprise à 50-55 ans, finalement, comment est-ce que je vais faire pour continuer à cotiser, pour continuer à valider des trimestres de retraite pour que, le moment venu, eh bien, j'ai une retraite qui soit cohérente et que je ne me retrouve pas avec un trou dans ma carrière parce que j'aurais fait le choix de m'arrêter finalement de travailler, suite à cette cession d'entreprise. Mais j'ai l'impression en t'écoutant là, qu'en fait, c'est quand même à cheval entre l'avocat fiscaliste et quand même le conseiller en gestion de patrimoine. La frontière, elle est quand même assez faible là, non? Parce que Ouais, bah, bien sûr, mais même tu as vu tu inclus l'avocat fiscaliste, mais c'est aussi l'expert comptable, c'est aussi, oui, effectivement, ouais. le notaire. Ouais. Donc bien sûr, c'est ça aussi la définition d'un conseiller en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que, le terme de généraliste peut parfois être vu un petit peu, comme, quelqu'un qui va, survoler les sujets, et donc parfois avec une vision un petit peu péjorative. Je crois qu'au contraire, c'est une vraie plus-value parce que c'est quelqu'un qui va connaître suffisamment bien chaque sujet pour être en mesure, de les appréhender, être en mesure de mettre en alerte finalement, pardon, son client et ses conseils sur certains sujets et qui derrière va être capable de passer le relais. Pourquoi? Tu prends l'exemple de l'avocat, fiscaliste ou de l'avocat en droit des affaires au sens large. Mmh mh. Moi, mon métier, c'est pas d'aller rédiger, des conventions extrastatutaires, dont on pourra parler sur les sujets de démembrement, par exemple, ou voilà, de façon générale, c'est pas de rédiger des actes. Ça, c'est pas mon métier. Mmh. Donc cette complémentarité, elle est, essentielle. Mais d'un autre côté, si moi, je n'avais aucune notion de ce qu'est, le métier de ces personnes-là, bah, ce serait compliqué pour moi d'être légitime dans ce conseil et finalement d'être capable d'aller identifier les points de vigilance et aussi identifier les opportunités. Parce que c'est ça le sujet, c'est que, ce qu'on peut remarquer quand on est parfois avec des gens qui sont extrêmement spécialistes d'un sujet, c'est qu'ils vont être très bons sur ce sujet-là, mais peut-être que parfois on va passer à côté d'opportunités, complémentaires sur d'autres sujets et donc le rôle
du conseiller en gestion de patrimoine, c'est aussi ça, c'est être capable de dire, bah, là, on est en train de partir sur quelque chose de génial et on pourrait le rendre encore plus attractif si on allait finalement un petit peu croiser, les expertises et rajouter, d'autres choses. OK, beh, écoute, parce que tu vois, le monde de la gestion de patrimoine, c'est très, très large, et du coup, on va faire une sans transition, on va parler, démembrement. Hem, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc ceux, en fait, qui veulent des précisions, contactez Baptiste avec grand plaisir. Il va vraiment rentrer dans le détail. Mais déjà, pour commencer sur le sujet qui nous intéresse nous, ce serait peut-être de faire un voilà, une définition, un truc du démembrement et surtout que tu nous expliques parce que je pense que la définition est pas très loin entre le viager et le démembrement pour que les gens ils puissent voir la différence, parce que même moi des fois, je suis un peu perdu là-dessus et de pouvoir expliquer, cette différence et de aussi dire quand est-ce que les gens pensent, au démembrement ou ne pensent pas d'ailleurs? Parce que peut-être ils pensent au viager d'abord, peut-être et pas au démembrement. Voilà, bon, c'est un peu une introduction sur le sujet un peu large. Bah, je te laisse te débrouiller avec ça d'ailleurs. Vas-y, à toi. Ouais, effectivement, c'est 2 notions qui vont être assez proches. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'image qu'on a, du démembrement. C'est-à-dire que l'image du démembrement qu'on a principalement, c'est un démembrement de propriété qui va être effectivement viager. Pourquoi? Parce que, hem, déjà si on pose les définitions, Ouais, alors je vais rien inventer, hein, je vais reprendre ce que nous dit le code civil. Le code civil, il nous dit: la propriété, c'est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. D'accord? Donc ça, c'est la propriété complète. Et ce qu'il nous dit également, c'est que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. Donc finalement, l'usufruitier, c'est quelqu'un qui va conserver un droit de jouissance qui va principalement se matérialiser de deux façons. Imaginons que j'ai un appartement, si j'en suis usufruitier, je vais pouvoir soit l'occuper moi-même pour mon habitation, soit le donner à bail et finalement encaisser les revenus de ces locations. Ok, OK. ça c'est le... Juste une question technique. Fais gaffe à ton micro sur le col. Ah, pardon, Ouais, qui frotte un peu, ouais. Mais sinon pas pardon. plus. Et donc, ce qu'on déduit de ce sujet, c'est qu'en face de l'usufruitier, on va retrouver le nu propriétaire qui lui est finalement, bah, le propriétaire avec cette limite qu'à un instant donné, il n'est pas titulaire de ce droit de jouissance et que donc pour lui occuper ce fameux appartement ou en percevoir les fruits, eh bien, il va devoir attendre le terme de l'usufruit. Et j'insiste bien sur cette notion de terme de l'usufruit. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on va parler d'usufruit à titre viager, c'est-à-dire que, par exemple, un parent qui transmettrait la nue propriété d'un appartement à ses enfants et qu'en conserverait l'usufruit, on est sur un usufruit viager. Parce que cet usufruit, ce droit d'usufruit, prendra fin au décès du parent qui s'est réservé ce droit d'usufruit. D'accord. D'accord? Et donc en ça, bah, effectivement, la différence avec le viager, c'est quoi? C'est que généralement, la personne qui va vous transmettre une nue propriété et se réserver un usufruit, c'est plutôt un parent et la personne qui ferait une opération similaire, qui cette fois-ci vous vendrait, son bien en viager, eh ben, c'est plutôt un tiers et de la même manière, on va chercher à, déterminer une espérance de vie raisonnable pour cette personne. D'accord? Donc pour ça, il y a entre autres l'INSEE qui fait très bien son travail de maintenir, des tables de mortalité, à jour, Pour basées calculer les sur des barèmes? statistiques exactement pour calculer, un petit peu tout ça. Mais donc Ouais. effectivement, la différence, elle est assez mince. Je dirais que c'est principalement de l'ordre de: est-ce que c'est quelqu'un, qu'on connaît de la famille ou est-ce qu'au contraire c'est quelqu'un qui est complètement, qui est un tiers et où il y a aussi du coup souvent cette notion transactionnelle dans le viager, qu'on n'a pas dans le démembrement classique puisque souvent ça va plutôt prendre la forme d'une donation. OK. Je Non, dis vas-y, bien rajoute, vas-y, je dis bien souvent, pourquoi? Parce que quand je prenais l'exemple, tout à l'heure, du chef d'entreprise qui achète ses locaux, qui peut avoir recours au démembrement, mais il y a aussi d'autres cas de figure. Ça peut être des parents, qui souhaitent, à un instant donné, aider un enfant ou une personne en lui transmettant un usufruit temporaire et dans ce cas-là, on parlera d'usufruit à terme fixe, c'est-à-dire que moi, je peux très bien, demain, décider de donner un usufruit
pour une période de 5 ans ou de 10 ans. Et dans ce cas de figure-là, mon usufruit aura plus rien à voir avec le viager, puisque ce sera plus du tout basé sur mon espérance de vie à moi, ce sera basé sur un contrat qui aura été établi entre un usufruitier et un nu propriétaire. Le nu propriétaire, c'est finalement, dans ce cas de figure, l'ancien plein propriétaire. D'accord? Si moi je suis propriétaire d'un appartement et que pendant 5 ans je concède de détacher un usufruit à quelqu'un d'autre, je vais passer de plein propriétaire à nu propriétaire de façon temporaire, et à l'issue de ces 5 ans, cet usufruit temporaire va s'éteindre, et moi je vais redevenir plein propriétaire. Alors là, je fais un stop. Pause. Non, parce qu'en fait, on va dire que ça, c'est le premier cas d'usage dont on va parler. Ça, c'est un premier cas d'usage pour moi, qui est peut-être méconnu, mais on va creuser. Parce qu'en fait, un démembrement temporaire, dans mon esprit, alors moi, je vais te parler vraiment basique au basique, hein, vraiment, je vais être vraiment l'irréductible gaulois qui comprend pas grand-chose. C'est qu'en fait, pour moi, le premier cas d'usage d'un démembrement, c'est vraiment, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, au moment de préparer potentiellement une succession ou une donation. OK? Ça, c'est, par exemple, moi, je le vois autour de moi, les gens commencent, si tant est qu'ils se posent la question, de dire: «OK, les parents ont 60-70 ans, les gamins ont entre 18-25 ans, ils arrivent proches de la retraite, il y a du patrimoine». Ils se disent: «OK, je vais peut-être démembrer pour avoir, l'usufruit et mes enfants la nue-propriété pour, on va dire, minimiser les frais de succession». Si je comprends un peu avec mes mots, ou les donations plutôt, voilà, donc ou peut-être les successions et donations, donc ça, c'est un cas d'usage qu'il faudra parler. Mais aussi, tu me rajoutes le démembrement temporaire, c'est ça? Tout Donc, à fait. j'aimerais que tu m'expliques les 2 et me dire à quel moment, peut-être, ou dans quel cas, ça peut être le plus intéressant de faire les 2. Est-ce que les 2 peuvent se cumuler? Parce que ça, tu vois, en préparant, là, je voulais te renvoyer des mails pour que tu m'expliques, mais j'ai dit: «Bon, on en parlera dans le podcast parce que c'est l'intérêt». Parce que est-ce que ça peut se cumuler ou est-ce qu'il y a un cas d'usage qui permet de le faire avant, après? Voilà, j'aimerais qu'on se fixe sur ce premier cas d'usage de démembrement temporaire ou démembrement classico-classique que les gens ont en tête. Oui, tout à fait. Alors, les cas d'usage, finalement, tu l'as très bien dit, c'est quand on va parler de démembrement, donc plus, viager, de parents qui vont souhaiter transmettre, par anticipation, à des enfants. On est là dans une logique qui est effectivement d'anticiper une transmission. OK, D'accord? Donc de dire, effectivement, il y a un bien, par exemple un bien immobilier, on va rester sur ce cas, et je pense qu'il est assez, facile c'est tangible pour les gens, c'est exactement, de tangible. s'imaginer, pour beaucoup de gens. Donc ce bien immobilier, hem, on va à un moment donné décider effectivement, de commencer à le transmettre, à ses enfants, et donc on va, pouvoir démembrer ce bien. Pourquoi? Parce que ça va permettre aussi aux parents, certes, de commencer à transmettre du patrimoine aux enfants, Ouais. mais de préserver leur droit finalement, de jouissance, leur droit d'usage de ce bien. Et c'est ça qui est souvent, finalement, apprécié dans cette notion de démembrement, c'est que ça te permet de commencer à transmettre, mais tout en, sans finalement véritablement se déposséder totalement. On se dépossède, hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le vrai propriétaire, ça devient le nu propriétaire. Mais on ne se dépossède pas de ce droit de jouissance, ce qui finalement, au niveau psychologique pour les personnes qui ont recours à ce genre d'opération, est quand même très différent, puisque ça permet, encore une fois, si c'est un bien qui distribue des revenus, de continuer à les encaisser nous-mêmes, et si c'est un bien qui est plus, un bien, de jouissance, et bien de continuer à l'utiliser. Et s'ils le font pas, Baptiste? Parce que, OK, la personne est avertie, elle a écouté, monsieur Garnier, elle a écouté son notaire, son expert, son avocat. Mais si elle le fait pas, ce démembrement, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui fait que l'intérêt, Il y a c'est il y a pas de conséquences, particulières. L'intérêt également du démembrement, si cette fois-ci on passe sur le côté fiscal, c'est qu'en fonction de son âge, on va pouvoir bénéficier finalement d'un abattement. Cet abattement, quelle est sa justification? C'est simplement de dire que un nu propriétaire, c'est quelqu'un donc qui est propriétaire, mais sous couvert de l'usufruit de quelqu'un d'autre, donc un droit de jouissance accordé à quelqu'un d'autre, et tant que cette autre personne qui est l'usufruitier est en vie,
bah, le nu propriétaire, lui, il est privé quand même d'une de ses prérogatives assez importantes de propriétaire, qui est de pouvoir finalement jouir de son bien. Et donc, plus on va faire un démembrement en étant jeune, et cette fois-ci, on va se placer du point de vue de l'âge de l'usufruitier, donc de celui qui va donner la nue propriété, moins cette nue propriété vaudra cher. D'accord? Pour se donner une idée, entre 51 ans et 61 ans, on estime que l'usufruit vaut 50% de la valeur du bien et que la nue propriété vaut 50%. Et par tranche de 10 ans, on va avancer comme ça. Et donc, bah, entre 61 ans et 71 ans, l'usufruit va perdre 10%, il vaudra plus que 40. Et inversement, la nue propriété, elle, passera de 50 à 60%. D'accord? Donc, c'est pour ça que souvent, on peut entendre le fait de dire que plus on donne tôt, plus avec ce mécanisme de démembrement de propriété, on se laisse la possibilité de donner davantage, puisque bah, forcément, si vous prenez un bien qui vaut 100 000 euros, si vous le démembrez entre 51 ans et 61 ans, on retiendra pour calculer les droits 50 000 euros. Si vous attendez d'avoir 62 ans, pas de chance, on retiendra cette fois-ci 60 000 euros. Et ouais, parce que regarde, je te parle d'un cas familial, pas très proche, personnes âgées, à la retraite depuis 15 ou 20 ans. L'un des deux, on va dire, patriarche est décédé. Par contre, là, on va dire un cas concret qu'on m'a expliqué, là, parce que quand j'ai parlé, il y a des gens qui m'ont sollicité en disant: «Ah mais il y a ça, il y a ça». Donc, par exemple, la maison vaut 400 000, la maman a 50 et les enfants, ils sont 3, ils ont, 30% de 50. Donc, Ouais. là, à un moment donné, est-ce que c'est intéressant de faire un démembrement ou le job a été fait au niveau succession, au niveau patrimonial? Alors, bah, là, on rentre effectivement dans une notion aussi, de démembrement qui va être organisé ou de D'accord? démembrement qui est subi. De ce Ah que ouais, je ouais. comprends de la situation que tu me décris, c'est qu'effectivement, sans, rentrer dans des aménagements qui auraient pu être faits, une des options, pour le conjoint survivant, donc en l'occurrence qui était le cas de cette dame, c'est d'avoir 100 de la succession en usufruit. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand on a un couple marié en communauté et qu'il y a un décès, bah, finalement, on va déjà liquider cette communauté. Mmh. La moitié va se retrouver dans la succession et l'autre moitié va rester propriété du conjoint survivant, donc en l'occurrence de la dame dont tu parlais. Bah, le Donc c'est ce qui démembrement a déjà explique, été fait du coup dans ce cas-là alors? alors en partie, puisque la dame, elle se retrouve avec 50 de Mmh. la pleine propriété du bien. Ouais, tout à fait, oui. D'accord? Oui, oui. Et sur les autres 50, c'est là qu'effectivement se fait le démembrement. C'est-à-dire que cette dame aujourd'hui, elle est 50 pleine propriétaire, Mmh. 50 usufruitière et les 3 ou 4 enfants que tu as cités, Mmh. eux, sont en indivision Oui. sur 50 de la maison en nue propriété. Donc en fait, on a 3 blocs. On a un bloc pleine propriété 50 pour le conjoint survivant. OK, l'usine à gaz? Et oui, c'est complexe. Donc on a Mais pourquoi? en Tu vois, fait, on bah, a du démembrement que sur la moitié du bien. ah, mais du coup, bon, j'ai pas poussé le raisonnement parce qu'on m'a donné l'énoncé comme ça, mais là, comme ça, j'ai envie de dire, il fallait démembrer, genre, usufruit, nue propriété, basta, entre, parce que la personne maintenant a plus de 80 ans, on va dire 85, j'en suis quasiment sûr. En fait, il y a 20 ans, elle aurait dû, ouais, attends, je sais pas si c'était intéressant, mais en gros, elle a dû refaire, nue propriété, usufruit et c'était terminé, quoi. Je veux dire, c'était plus simple, non? De ce que je comprends sur ce cas d'usage. Alors après, il faut c'est pas Ouais, toujours, ouais, en fonction de l'âge aussi, tu vas me dire. ouais, alors après il y a le fiscal, mais il y a aussi le civil. C'est-à-dire OK. qu'il faut pas, négliger non plus, Bon, le OK. droit de jouissance et le confort, j'ai envie de dire, pour ces personnes-là. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, quand on va rentrer dans encore une autre notion, qui est ce qu'on appelle la possibilité de créer, un ou plusieurs usufruits successifs. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu transmets de ton vivant la nue propriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ton décès, le bien immobilier en question, il fait plus partie de ton patrimoine, donc il fera pas partie de ta succession. D'accord, ah ouais. D'accord? Et donc, quand on dit que le conjoint survivant, il peut exercer ses droits en usufruit sur la succession, bah, si la succession, on a fait en sorte que le bien ne se retrouve pas dedans, bah, l'usufruit de rien du tout, voilà, Ouais, c'est c'est pas intéressant. Donc, 10 fois ce 0, c'est qui 0, hein. exactement, exactement.
ce qu'il aurait pu être fait si ces personnes avaient voulu le faire, c'est qu'effectivement, on aurait pu que chacun des parents transmette sa part, de nue propriété aux enfants Eh et créer à ce moment-là un usufruit successif pour le conjoint survivant. Donc là, on rentre dans des notions encore un petit peu plus oui. techniques. Ouais, C'est ouais. qu'on va venir intercaler un usufruit. C'est de dire à mes enfants, je vous donne la nue propriété de ce bien immobilier sous réserve de mon usufruit, c'est-à-dire que tant que je serai en vie, c'est moi qui vais continuer soit à occuper le bien, soit à encaisser les revenus. Et si jamais votre maman venait à décéder après moi, eh bien, vous devriez attendre encore un peu puisque je lui, heu, accorde un usufruit successif pour que, entre mon décès et le sien, ce soit elle qui continue à avoir la jouissance totale du bien, que ce soit l'occupation ou les revenus. D'accord? Mais tu vois, c'est encore une fois, on est vraiment sur là, on va arrêter ce cas spécifique parce que là, c'est vraiment, j'ai pas plus d'éléments que ça en plus. Mais ce que je me dis, ça fait la transition un peu avec le démembrement temporaire parce que quelle est la différence entre démembrement un peu successif? Alors j'ai compris, je pense que les gens ont compris, mais bon, qu'est-ce qui fait que temporaire? Parce qu'on aurait pu dire dans ce cas-là, bah écoutez, on fait je sais pas moi, un démembrement temporaire de X années avant de donner, je sais pas, une propriété usufruitier avec les successeurs. Alors Je de c'est pas du tout la même Ouais, voilà. chose, Ouais, dans je le dois me sens tromper. où, non, mais c'est des notions effectivement, Ouais. assez complexes, mais, hem, en fait, c'est comme si on projetait un bien immobilier Mmh. comme, des flux de revenus futurs. D'accord? D'accord. Si par exemple, j'ai un bien immobilier et encore une fois pendant 10 ans, soit parce que je te le vends, soit parce que je suis prêt à te le donner, je vais te concéder un usufruit pendant 10 ans. OK? OK. Toi pendant 10 ans, quoi qu'il se passe pour moi, tu auras cet usufruit. C'est-à-dire que moi je peux décéder demain, ça changera rien pour toi parce qu'on avait un contrat. Pendant 10 ans, c'est toi qui avais le droit de jouissance sur le bien en question. OK. Et dans quel cas faire temporaire du coup? C'est quoi la réflexion peut-être des cas d'usage qui se disent: Alors «OK, je». attention, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'usufruit temporaire ou à terme fixe. Ah. Ça veut dire la même chose, mais souvent quand on parle d'usufruit à terme fixe, les gens comprennent mieux. C'est-à-dire que contractuellement, Mmh. un usufruit qu'on va se réserver quand on va donner, pour reprendre le cas juste avant, donner la nue propriété à ses enfants, on est sur un usufruit qui est viagé. C'est-à-dire que l'usufruit peut D'accord. très bien durer, heu, 30 ans, si la personne vit 30 ans, comme il peut durer 6 mois si la personne décède au bout de 6 mois. Mmh. D'accord? Donc on a un vrai aléa sur la durée de cet usufruit. En revanche, si contractuellement on a acté que quoi qu'il allait se passer pour la vie, du nu propriétaire ou de l'usufruitier, ce contrat allait durer 10 ans. Ce contrat va durer 10 ans. Ça veut dire que là, moi, j'ai pris avant le cas où c'était moi, nu propriétaire, qui décédait. Finalement, mes enfants, ils hériteront de la nue propriété et puis au bout des 10 ans, ils redeviendront plein propriétaires. Inversement, si c'est toi qui décèdes pendant les 10 ans en tant qu'usufruitier, ton usufruit, lui, ne prend pas fin. C'est-à-dire que de la même manière, tes enfants hériteront de ce droit d'usufruit pour la durée restant à courir. C'est un cas concret parce que c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, je me dis que si c'est pas une personne tiers, l'usufruit en fait, le démembrement avec, date fixe, je vois pas l'intérêt quoi, ou s'il y a pas de revenus en fait. Là comme ça, j'ai envie de je me dis que c'est pas un si c'est de la même famille, je vois pas pourquoi faire à date fixe en fait. C'est ça que je me dis. Parce que Je vois moi, je peux avoir à un instant donné, imaginons, je ouais, suis, parent d'enfants étudiants, d'accord? ouais, ouais. Mes enfants étudiants, bah, on sait tous qu'aujourd'hui, les logements, ça coûte de plus en plus cher, Mmh. que, les frais de scolarité, selon les études, choisies, ça peut coûter également aussi, assez cher. Moi, je peux me dire, parce qu'à un moment donné, j'ai besoin d'aider cet enfant-là à financer ses études, je suis prêt. En fait, soit je lui fais un virement tous les mois depuis mon compte bancaire et je l'aide de cette façon-là, OK. soit je peux aussi très bien lui donner l'usufruit d'un bien immobilier ou d'un autre actif, hein. Encore une fois, là, on parle d'immobilier depuis Ouais, tout à l'heure, ouais. mais ça peut être un autre actif. Ce qui fait que pendant la durée, je peux dire, par exemple, contractuellement, que ça durera 5 ans, qui est censé être la durée de ses études, d'accord? Eh bien, pendant ces 5 ans, il va percevoir les revenus. Par la D'accord. suite,
moi, mon enfant, j'ai pas forcément envie, d'en faire, un rentier, à Mmh. bénéficier tout de suite des revenus d'un bien immobilier, et de considérer qu'il sera temps qu'il se mette au travail pour gagner sa vie. Donc au terme des 5 ans, moi, je peux trouver, bien que cet usufruit s'éteigne et que moi, parent, je retrouve la pleine propriété et donc que je retrouve également, moi, la perception des revenus. Parce Mais que je c'est vais là aussi avoir d'autres enjeux demain, mmh. financer ma retraite par exemple, et je serais content à ce moment-là de D'accord. retrouver la Mmh. perception des loyers. D'accord. OK. Et Mmh. pour te donner un cas d'usage, pourquoi est-ce que, c'est important effectivement aussi, que cet usufruit puisse durer, mais que, ça revienne quand même à la fin dans le patrimoine du père? C'est-à-dire qu'imaginons je fais ça, mais j'ai 2 enfants. Je fais ça pour un de mes enfants et pas de chance, moi je décède prématurément. Mmh. Bah, pendant les 5 ans qui ont été déterminés, l'enfant à qui j'avais accordé cet usufruit temporaire, lui va continuer à percevoir les fruits. Dans ma succession, il faudra venir valoriser un bien immobilier qui est actuellement en nue propriété pour encore, j'en sais rien, 4 ans. Si imaginons je décède 1 an après le début de cet usufruit, Mmh. donc on va venir calculer mathématiquement quelle est la valeur de ce bien immobilier sur lequel pendant 4 ans, il y a pas de revenu. Mais le fait que ce bien revienne dans mon patrimoine, bah, ça a une conséquence quand même majeure, c'est que je vais pouvoir préserver l'égalité entre mes enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, ce bien, il va se partager entre mes 2 enfants. Donc c'est en ça que c'est très différent, c'est que généralement, déjà on fait une logique inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de donner la nue propriété, on donne l'usufruit sur ce cas d'usage, d'accord? Et le fait que par la suite, moi parent, je redevienne plein propriétaire me permet d'assurer l'égalité entre mes enfants. OK. Ouais, mais là, c'est vraiment très spécifique, effectivement, cas d'usage, vraiment, particulier parce que C'est tu ça. vois, je me dis quand même, les personnes qui font ça, ils ont quand même peut-être, alors je dis ça naïvement, mais un certain pouvoir d'achat et que peut-être ils peuvent donner, une somme tous les mois et pas faire un système, un mécanisme comme ça, ça me paraît être une usine à gaz pour, aider ses enfants. Mais il peut y avoir des cas pour lesquels, ils ont du patrimoine, ils ont pas envie de toucher à leurs revenus personnels parce qu'ils ont des placements ou quoi et que, cet argent-là, entre guillemets, c'est pas qu'ils en ont pas besoin, mais en gros, ça leur permet de pas toucher à d'autres sources de revenus, en fait. C'est plutôt comme ça que j'essaie de le voir, dans la gymnastique. J'essaie de me mettre à la place de ces gens, en fait, en termes de raisonnement, quoi. Alors il y a ça, mais il y a aussi, derrière un raisonnement qui est en partie, fiscal, puisque, Ah! Ça va intéresser ça. l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, alors sur, soit ce que tu fais beaucoup, avec les clients, de Green Living, c'est un petit peu différent parce qu'on est sur de la location meublée, et donc on a, bah, pendant la durée de l'investissement, une fiscalité qui est assez maîtrisée. Mmh. Mais de l'autre côté, on a aussi des personnes, qui ont des revenus fonciers, c'est-à-dire des revenus de location nue, Mmh. qui eux, ont finalement aujourd'hui une fiscalité, disons-le, assez confiscatoire, Ouais, d'accord? Puisque complètement, ça ouais. va être leur tranche marginale d'imposition la plus élevée, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Mmh. Donc même pour, le cas de la majorité des gens qui vont être imposés à 30 sur leurs revenus les plus élevés, bah, on atteint tout de suite 47,2, Ah, c'est énorme. de taxation, donc ce qui est quand même, effectivement assez élevé. Ça fait mal. Ça fait mal, et donc sans même aller chercher des tranches marginales plus élevées, mais ce qu'il faut comprendre quand même dans cette logique, c'est que plus on a une imposition élevée et plus ce mécanisme-là aura de l'intérêt. Si je fais ça, moi par exemple, mon enfant étudiant, je peux très bien décider de le détacher du foyer fiscal. D'accord, ça c'est pareil, c'est des calculs, pardon, qu'il faut poser. Est-ce que Mmh. j'ai intérêt à garder mon enfant rattaché à mon foyer fiscal Ouais. pour des histoires de, demi-part ou de part complète à partir du troisième enfant, fiscal que j'ai? Ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à le détacher du foyer fiscal? Souvent, on dit que le troisième enfant est gratuit. Ça, moi, j'ai entendu ça pendant des années. Alors, je sais pas si toi, tu l'entends encore en clientèle ou ce que sais-je, mais c'est vrai, je suis d'une génération, on disait que le troisième enfant était gratuit. Alors maintenant, on fait beau. Je crois que le taux de parentalité, je crois qu'il est plutôt Ouais, il aux est un petit alentours peu de, plus bas, mais ouais, inférieur à 2 de mémoire. Après, je maîtrise pas les chiffres, mais bon, c'est c'était ça. pour la petite blague. Non, mais effectivement, il y a ce sujet-là, bah, tout simplement parce qu'on a en fait, on a le plafonnement du quotient familial Eh qui oui, fait eh que, oui. une demi-part fiscale peut pas apporter, plus que X euros, revalorisés chaque année de Mmh. réduction d'impôt.
Et donc effectivement, bah, en fait, détacher le troisième enfant, c'est la question qui sera la plus complexe à trancher, puisque le troisième enfant, lui, il donne pas le droit à une demi-part fiscale, il donne droit à une part fiscale Ah, entière. Voilà. c'est Et celui-là qui est donc, gratuit. et donc c'est pour ça qu'il faut effectivement bien poser les calculs. Mais Mmh. pour se donner un exemple concret, aujourd'hui, on rentre dans le barème de l'impôt sur le revenu à Mmh. partir de 11 500 € de revenus par an. Mmh. Et donc finalement, en tant que parent, si moi je suis imposé à 50% quasiment, on a dit 47,2, un peu moins après un effet technique, ce qu'on Oui, appelle mais la bon, CSG déductible, mais globalement ouais, on va prends rester sur 50. 47,2, Mmh. on va rester sur 50%. Ça peut être plus si je suis à 41 ou 45 en tant que parent. Ouais. Si moi je transmets ces revenus fonciers à mes enfants, enfin ou à mon fils en question, qui lui aura jusqu'à 11 500 €, mais après l'effet reste quand même intéressant, mais jusqu'à 11 500 €, il faut bien comprendre qu'on passe d'une taxation à quasiment 50% à une taxation qui est uniquement celle des prélèvements sociaux, c'est-à-dire 17,2%. Mmh. Donc globalement, j'ai divisé par 3 la charge fiscale sur ces revenus locatifs. Et là, je suis encore une fois, entre guillemets, que sur une tranche marginale la plus élevée à 30%. Et là où ça peut être intéressant également, c'est si je suis assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, donc que j'ai un patrimoine net immobilier au 1er janvier de l'année supérieur à 1,3 million d'euros. Mmh. Et bien dans ce cas-là, ce que nous dit la loi fiscale, c'est que celui qui est redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'usufruitier. Sauf que, bien évidemment, mon fils qui commence dans la vie, qui fait ses études, à qui je vais transmettre temporairement cet usufruit, il y a peu de chances que lui soit déjà avec un patrimoine net taxable d'1,3 million d'euros. En revanche, moi, potentiellement, ça peut me permettre, pendant ces quelques années où je vais lui transmettre cet usufruit, de sortir ce bien immobilier qui vaut peut-être 200, 300 000 € de mon patrimoine taxable. D'accord? Et donc, quand on sait que la première tranche, finalement, d'IFI, elle est taxée autour de 0,5%, eh ben, ça fait tout de suite un gain qui est non négligeable. Ouais, non, mais c'est sûr. Et si on devait un petit peu résumer là, tout ce qui est, parce que là, on a fait un gros cas d'usage, là, parce que de ce qu'on avait préparé, c'est vraiment un cas d'usage, on va dire, qui résonne, qui englobe la donation, qui englobe la résidence même principale. Euh, serait peut-être sur ce cas d'usage la stratégie, allez, idéale? Faisons un peu du YouTube game, un petit peu, c'est-à-dire, d'une personne, d'un Français moyen qui a, souvent, je te dis le stéréotype que moi je vois autour de moi, hein, peut-être que tu as un autre prisme, c'est résidence principale payée, c'est-à-dire, bah, voilà, hein, au bout de 40 ans, 50 ans forcément, 1 ou 2 biens, genre un à la montagne, un à la mer. Alors nous, moi Mmh. je suis côté Méditerranée, souvent j'ai des personnes, ouais, qui ont des bungalows ou qui ont des apparts à Carnon, Palavas, et un à la montagne, super Lui, la Joue du Loup, tous ces coins-là. Souvent, c'est un peu ça dans mon coin. C'est un peu, ils ont, et bon, on va en parler sur le cas d'usage des locaux professionnels, mais c'est souvent un petit peu tu vois, ça. Euh, dans une famille qui a un peu ce patrimoine de résidence principale d'entre 350 et 500 000 euros, c'est un peu ce qu'il y a dans notre secteur, et deux biens, on va arrondir à deux biens. À quel moment on doit se poser la question de je fais un démembrement, et ou pas, hein, peut-être qu'il y a Mmh. d'autres choses parce qu'on parle de démembrement, mais est-ce que il y a peut-être quelque chose à faire? C'est quoi la stratégie idéale quand on est dans ce genre de configuration? Alors déjà, la stratégie idéale, c'est de pas oublier que la fiscalité, c'est bien, mais s'assurer que on va garder une liberté qui est suffisamment importante et qui va nous permettre de vivre comme on l'entend, c'est aussi très important. Oui, D'accord? Donc ça, c'est un rappel qui peut sembler, peut-être, évident pour certains, mais malheureusement, il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont avant tout courir derrière, l'optimisation du tableur Excel à la virgule près et on en bah, voit. petit et on en voit et malheureusement, c'est pas ça la vie. Donc ça, c'est déjà un petit rappel. Pourquoi? Parce que, petit point juridique du démembrement de propriété, une fois que vous avez transmis la nue propriété à vos enfants, pour décider de vendre le bien, il faut l'accord de tout le monde, usufruitier et nu propriétaire. OK. Donc déjà, peut se poser cette première question. Ce qu'est aujourd'hui ma résidence secondaire, à la montagne ou à la mer, est-ce que j'estime que, c'est vraiment un bien que j'ai envie de conserver dans mon patrimoine à long terme? Et donc, si c'est le cas, a priori,
le sujet de devoir peut-être revendre un jour n'est pas forcément un sujet très important. Mais si un jour je devais être amené à vendre ce bien immobilier, est-ce que déjà, première question, j'aurai l'accord de mes enfants? Ouais. C'est un premier point et c'est une vraie interrogation. Ah ouais, ouais, ouais. Et le Mmh. deuxième sujet, c'est que ce que dit la loi, c'est que sauf accord des parties, la règle, c'est qu'on répartit le prix entre usufruitier et nu propriétaire quand il y a une vente. D'accord. Donc, est-ce que je suis 50-50 quoi. prêt à D'accord. accepter le fait, alors 50-50, pas forcément, Oui, parce mais que, je m'entends, c'est à part égale. Je veux dire, alors c'est, ouais. on va réévaluer les Mmh. droits de chacun. D'accord. D'accord? Donc, je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on appelle le calcul économique de l'usufruit qui est censé être fait avec vraiment l'espérance de vie, des Ouais. usufruitiers, avec la rentabilité du bien locatif et cetera. Mais prenons quelque chose de très simple. Si moi j'ai fait mon démembrement, donc on l'a dit entre mes 51 ans, mes 61 ans, ça valait 50-50 usufruit nue propriété. Ouais. Si 20 ans plus tard on vend et que aujourd'hui la nue propriété vaut 70, bah, la réalité des choses, c'est que mes enfants vont encaisser 70 du prix de vente. Mmh. Donc déjà d'une part au niveau transmission, bah, c'est un peu dommage parce que ça veut dire que, hem, on a fait initialement une transmission pour au final partager, donc on perd un peu l'avantage de transmission. Ça peut parfois avoir un intérêt parce que c'est aussi une façon de transmettre des liquidités prématurément à un enfant s'il en a besoin. Parce qu'encore une fois, la vie n'est pas linéaire et entre ce qu'on a imaginé 15 ou 20 ans plus tôt et la situation qui se présente, bah, parfois on peut se dire, OK, tant pis, je renonce à ce côté peut-être optimisation de la fiscalité pour avoir quelque chose qui soit finalement plus intéressant dans la vie de mes enfants aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième, encore une fois, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque que si je devais vendre, par exemple, parce que, heu, est-ce que nos retraites, seront suffisantes dans 20 ans? J'en sais rien. Est-ce que dans 20 ans, je serai confronté à un sujet de dépendance qu'il faudra que je sois en mesure de financer? J'en sais rien non plus. Et donc, est-ce que j'ai envie de prendre ce risque que finalement, potentiellement, le jour où je dois vendre ce bien, bah, j'en récupère que 30? Donc ça, c'est le premier entre guillemets «rappel juridique» de se dire: «Attention». Après, on peut tout à fait, si on est dans une optique soit de détention longue, bah, transmettre comme ça en direct, mais on peut aussi, si on le souhaite, passer par le droit des sociétés. C'est-à-dire que là, on parle de démembrement en direct avec certaines règles, mais on peut très bien aussi considérer que ces biens immobiliers vont être détenus au travers d'une société et dans ce cas-là, on a une liberté contractuelle qui est beaucoup plus large, notamment par les statuts et on pourra faire en sorte finalement que les parents qui resteront gérants de la société, qui resteront usufruitiers de la société, auront des prérogatives beaucoup plus larges et notamment la possibilité de décider seuls de vendre le bien immobilier et parce qu'ils sont usufruitiers, de pouvoir également bénéficier des distributions. Ouais, parce que tu vois, là, tu mets un point là, on l'avait pas parlé, ça en préparant, mais du coup, tu vois, moi, je vois quelques agences immobilières qui sont vraiment spécialisées en nue propriété, pas en viager, en Mmh. nue propriété. Ça se voit beaucoup, tu vois, sur les grandes zones, Savoie, Côte d'Azur, Biarritz. J'en ai vu quelques-unes et l'interrogation que je me pose, c'est que pourquoi, en quoi, et c'est souvent des institutionnels qui achètent, tu vois? Pourquoi? Alors moi, j'ai un peu des éléments de réponse, mais c'est aussi pour que les gens comprennent un petit peu, cet envers du décor, de pourquoi il y a des institutionnels qui font acheter ou qui achètent des, nues propriétés de grandes maisons. Alors c'est une autre façon, de voir l'investissement en immobilier. C'est de dire, bah, finalement, un des peut-être inconvénients que certains clients te citent chez Green Living, Mmh, c'est, bah, l'immobilier, super, on va pouvoir faire l'effet de levier du crédit. tout à C'est fait. quelque chose où, les gens auront toujours besoin de se loger et cetera, ça répond à un besoin primaire. En revanche, moi, Michael, gérer, la gestion locative, éventuellement les impayés, éventuellement les dégradations et cetera, la taxe foncière, qui fait que d'exploser au fil des années, franchement, c'est pas mon truc. Eh ben, ces personnes-là, elles peuvent avoir un intérêt à investir quand même en immobilier, mais avec un usufruit. Donc là, on va revenir sur la notion d'usufruit à terme fixe, puisque généralement, sur ces opérations-là, ce qui est fait, c'est que bah, les institutionnels, souvent c'est des institutionnels Mmh. qui peuvent être soit des bailleurs privés, soit des bailleurs plutôt
sociaux, ou de logements intermédiaires qui, eux, pour des raisons finalement, de trésorerie principalement, vont avoir un intérêt à aller sur ce genre de choses parce que ces organismes-là, ces bailleurs-là ont besoin de loger des gens. Encore malheureusement un nombre assez important de personnes qui peuvent être éligibles à ces logements-là. Si ces bailleurs devaient acheter des immeubles en pleine propriété, ça nécessiterait des investissements plus lourds. Tout à fait, oui, parce qu'il y a des Alors que décotes, là, ouais. exactement, là, ça leur permet de s'adosser à des propriétaires, enfin, qui sont pendant un temps nus propriétaires, en finalement, donc ça leur permet d'avoir la jouissance du bien. Alors, historiquement, on était sur des durées moyennes autour de 15 ans. Depuis quelques années, on voit des programmes un petit peu plus courts apparaître, parfois autour de 10 ans. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que ces bailleurs-là, pendant la durée du démembrement à terme fixe, vont s'occuper de toute la gestion. Donc, trouver les locataires, gérer les éventuels impayés, gérer les éventuelles dégradations. C'est l'usufruitier qui a à sa charge, la taxe foncière. Eh bien, ils vont s'occuper de toute cette gestion-là. De l'autre côté, on a un investisseur nu propriétaire qui, lui, peut aussi avoir accès au crédit pour financer ce genre d'opération, et qui, finalement, va avoir un gain, cette fois-ci, non pas en termes de revenus distribués, mais un gain en termes de capitalisation. Pourquoi? Parce que si on prend, une fourchette large, on va considérer qu'à peu près, on va partager le prix à 2 tiers, un tiers. Si moi, investisseur nu propriétaire, je ne paye que 2 tiers du prix du bien, parce que j'ai concédé que pendant X années, quelqu'un d'autre allait avoir la jouissance de ce bien-là, bah, finalement, déjà, sans que le bien, ait à prendre de la valeur sur son marché, je sais que moi, je vais déjà reconstituer la pleine valeur de mon bien parce que plus cet usufruit va diminuer en durée et plus je vais me rapprocher de redevenir plein propriétaire du bien. Et du coup, cette logique est la même pour les villas, c'est-à-dire que moi, j'ai une baraque qui vaut, je sais pas moi, 1 000 000 €, je sais pas, sur Montpellier, on va prendre la ville. Je fais un démembrement avec un institutionnel, c'est-à-dire qu'il peut-être il va, je vais mettre une décote peut-être d'être de 70 ou je sais pas, 50, je sais pas, on va dire 50. C'est-à-dire qu'ils vont acheter 50, 500 000 €, c'est ça? Ça revient? Et moi, je vais en EHPAD, et on fait à date fixe pour que mes enfants puissent le récupérer plus tard? Est-ce que ça, c'est un schéma possible? Alors là, dans le schéma que tu évoques, on se rapproche plutôt de alors si soit ce sera du viager, soit ça peut être effectivement plutôt de la nue propriété si c'est, D'accord. un choix juridique, qui est fait. Mais dans ce cas-là, on sera sur un démembrement, qui aura plutôt tendance à être viager. Si toi, dans ton optique de vendre, la nue propriété de ta villa, l'intérêt pour toi, c'est de te dire que ça te permettra, de continuer à bénéficier, alors déjà de l'encaissement du capital lié à la valeur de la nue propriété que tu cèdes, mais derrière de te dire: «Bah, ma villa, si je la mets en location, je vais encaisser les revenus». Toi, tu as ce double intérêt. D'accord? Donc après, la question, c'est de savoir, c'est est-ce que tu fais, j'ai envie de dire, un pari sur ta propre espérance de vie, en te disant: «Bah, j'accepte de faire un usufruit à terme fixe de 10 ans», et auquel cas tu vas valoriser ça comme, ta encore une fois, ta villa comme étant une pleine propriété moins 10 ans de jouissance. Ça, c'est ce qui te permettra de définir la valeur de la nue propriété, d'accord? Mais à ce moment-là, tu joues avec des statistiques, d'accord? Et de te dire: «Bah, si je décède, avant, ces 10 ans, bah, certes, mes enfants vont récupérer, pendant, la durée restant, l'usufruit». Mais inversement, ce qui peut être dangereux, c'est si toi, tu vas au-delà de ces 10 ans, c'est est-ce que tu auras le capital suffisant Mmh. pour subvenir à tes besoins? Ah Donc oui. a priori, si ta villa valait 1 million d'euros et que tu as encaissé déjà le prix de la nue propriété, même si tu perds l'usufruit derrière, a priori ça ira. Mais tu peux avoir ce sujet-là, de te dire: «Attention, si mon usufruit s'arrête à un moment donné avant ma vie, je prends ce risque». Alors, moi, je pense que Tandis le cas que je te donne, c'est plutôt une vente en nue propriété et que, au décès de la personne qui a vendu, la propriété revient au bailleur, à l'institutionnel. ouais, bah, Je dans ce pense cas-là, on se rapproche beaucoup du ouais, viager. ouais, On se rapproche énormément du viager. d'accord. OK, non, mais c'était un cas, je en fonction de ce que tu dis, j'ai rebondi là-dessus. Parce que j'aimerais quand même qu'on évoque là, parce que le temps file et c'est vrai que Ouais, tu vois, le premier cas d'usage, il était quand même assez dense. Alors je redis quand même que chaque cas est spécifique et qu'à un moment donné, là, on dit vraiment des grandes lignes et que les grandes lignes quand même, il y a des choses à dire. Mais j'aimerais quand même qu'on évoque deux cas d'usage, qui est quand même,
On va peut-être commencer, j'aimerais faire l'immobilier professionnel parce que quand même c'est, une typologie de gens qui nous écoutent et qui sont sensibles à ces sujets-là et qu'on termine, aussi par la SCPI démembrée parce qu'on parle d'immobilier. Effectivement, chez Greenlink, tu as dit à plusieurs reprises, on fait de l'immo, physique, pardon, lapsus. Mais quand même, il faut pas, enlever qu'il y a de la pierre papier et que c'est possible de démembrer. Donc j'aimerais quand même qu'on fasse un focus là de quelques Sur minutes, les 2, ouais. sur les 2. Et puis après, je pense qu'on aura fait les cas d'usage, on va dire, macro et que si d'aventure, il faut vraiment rentrer dans le détail spécifique, il faut après bon, bah, les gens te pourront te solliciter, quoi. Voilà. Mais vraiment, Bien sûr. déjà, immobilier professionnel, Baptiste, dans quel cas d'usage un chef d'entreprise ou une profession libérale qui a des locaux, voilà, peut s'intéresser au démembrement? À quel moment Ouais. et sur quel si tu as un cas concret à nous donner aussi? Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a la personne qui a, déjà acheté ses locaux et la personne qui se pose la question de les acheter. Ouais, Si on prend le premier cas, heu, j'ai déjà acheté mes locaux, ils sont, au bilan de mon entreprise, peut-être en partie déjà amortis, ou pas, et va se poser la question finalement: «Comment est-ce que moi je peux optimiser le fait de me protéger à titre personnel en me créant du patrimoine et comment est-ce que je peux protéger mon entreprise dans le fait qu'elle va pouvoir rester occupante du bien en question?» D'accord? Ça va être principalement les 2 problématiques qu'on va rencontrer. oui, Hem, on le sait, avoir du patrimoine à titre personnel, ça limite le risque que si un jour on devait faire mauvaise fortune sur son activité professionnelle, bah, si vous avez votre immobilier professionnel qui est au bilan de votre entreprise, ça fera partie des choses que le liquidateur pourra vendre pour désintéresser vos créanciers. en gros, pour ceux qui ont pas compris, c'est que si vous devez de l'argent de TVA, URSSAF ou quoi, on ira taper sur tous vos actifs, professionnels. Voilà, c'est pas isolé de votre actif personnel. Voilà, c'est que patrimoine personnel, du moins, pour Voilà. être plus cash. Exactement. Alors, en sachant que parmi ceux que tu as cités, il y en a quelques-uns qui ont quand même des droits malheureusement, Oui, d'aller au-delà du patrimoine tout professionnel. tu Mais on as va dire raison. sur les créanciers au sens large, Oui, ça sera quand même, le cas. Donc l'idée déjà, c'est de se sécuriser à titre personnel en peut-être sortant, pas forcément la totalité du bien, mais en sortant la nue propriété et en essayant de calquer la durée de l'usufruit qu'on va accorder à la société avec peut-être sa projection personnelle de durée effective d'activité dans la société. d'accord. D'accord? Typiquement, moi, je fais ça à 40 ans, je sais que j'ai encore 25 ans devant moi d'exercice, eh bien, je vais calculer la valorisation d'un usufruit à terme fixe pour ma société de ce bien pour les 25 prochaines années. C'est-à-dire D'accord? que si toutefois je sais pas, j'ai un coup de la vie, hein, je veux dire du difficile, on ne pourra venir me chercher que sur l'usufruit, c'est ça? Ou la nue propriété? Alors après, oui, l'usufruit, souvent, ce que le liquidateur fera, c'est qu'il essaiera plutôt de le monnayer, et donc souvent, C'est difficilement Faudra revendable faudra ça. ouais, faudra trouver des solutions. Généralement, ça fait partie et encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'importance quand même de travailler, en interprofessionnalité, c'est qu'il y a de Ouais, très bons avocats, de très bons notaires qui savent rédiger ces contrats, de démembrement, à terme fixe pour prévoir ces cas de figure. Le cas de figure du décès de l'entrepreneur, le cas de figure effectivement de la difficulté économique et prévoir des cas de figure un petit peu différents. On peut notamment prévoir des extinctions, prématurées d'un usufruit à terme fixe. Voilà, pour éviter ce genre de débat. Mais typiquement, l'idée, c'est quoi? C'est de dire que si j'ai un bien qui vaut 100 000 €, je vais pouvoir valoriser cet usufruit sur les 25 prochaines années. Je donne un chiffre complètement au hasard, mais peut-être qu'on va dire que l'usufruit vaudra 50 et donc moi, j'ai une nue propriété qui, à un instant donné, vaut 50 000 €. J'ai 2 façons principales, de le sortir. C'est soit je me vends cette nue propriété, ça veut dire qu'il faut que j'ai à titre personnel 50 000 € pour racheter, cette nue propriété à ma société, soit, pardon, je vais pouvoir, le faire sous forme de distribution. tu peux pas Distribution, faire un crédit pour ça? c'est compliqué, c'est pas ce que les banques préfèrent et ce qu'elles font de façon plus courante, Mmh, mais ça reste envisageable. OK. Et sinon, tu as aussi la possibilité de le faire sous forme de distribution, donc soit, distribution de dividendes, soit réduction de capital et cetera. On parle de distribution cette fois-ci en nature pour récupérer cette nue propriété, à titre personnel. D'accord? Et dans ce cas-là,
tu as ton objectif, toi, à titre personnel, de te constituer un patrimoine futur pour la retraite, et ta société, parce qu'encore une fois, c'est important aussi de voir l'intérêt pour la société, c'est qu'elle, elle sait que pour les 25 prochaines années, elle est tranquille parce qu'elle a l'usufruit, donc le droit de jouissance du local, et donc ça lui permet d'éviter un certain nombre de risques. Le risque de renouvellement de son bail, le risque d'emballement à la hausse des loyers, et ainsi de suite. D'accord? Donc il y a un vrai intérêt, et ça c'est important de le souligner dans toutes ces opérations, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour les deux parties, et l'entrepreneur à titre personnel, et la société. Ça, c'est le cas d'usage, je suis déjà propriétaire de mes locaux. Si je me pose la question d'acheter mes locaux, bah, finalement, on va se poser la question de penser à un démembrement, finalement, dès le départ. Et donc, dans ce cas de figure, on va structurer l'acquisition pour avoir, d'un côté, une société qui soit usufruitière, de l'autre côté, un entrepreneur qui est la nue propriété, ce qui lui permettra, encore une fois, d'anticiper sa retraite en ayant un patrimoine qui, à la fin de l'usufruit, qui est pour la société, qui à la fin de l'usufruit lui concédera un patrimoine à titre personnel en pleine propriété. Ça a l'air intéressant là comme ça, parce que du coup, C'est extrêmement intéressant parce qu'encore une fois, on apporte des vraies garanties à chacun. Et il y a un élément intéressant aussi, c'est que finalement cet usufruit, la société, elle va pouvoir l'amortir comptablement. ah ouais, D'accord? Donc il y a aussi une notion fiscale qui va être favorable à la société, c'est que elle va amortir son usufruit. À la fin, on n'a pas de problème de plus-value des professionnels puisque, pour ça, il faudrait un prix de cession, sauf qu'un usufruit qui arrive à son terme, il vaut 0 puisque contractuellement, on l'avait calculé justement pour durer une certaine durée. Donc quand ton usufruit est arrivé à son terme, il a plus aucune valeur puisqu'il y a plus aucun droit de jouissance. De l'autre côté, si on reste sur ce volet fiscal, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai aussi évité tous les aspects, de gestion avec un locataire. Et j'ai évité pendant ce temps-là la taxe foncière et parce que c'est l'usufruitier, donc ma société, qui en a assumé la charge, et je n'ai pas non plus encaissé de revenus fonciers, qui, alors on l'a attends, dit tout à l'heure, sont très taxés. ton SCI à l'usufruit, c'est-à-dire vu qu'il y a tu peux les amortir, vu que ça vaut 0, est-ce que on ne réintègre pas les amortissements consommés, pour calculer la plus-value? C'est ça que tu veux dire ou pas? Ouais, exactement, puisque, Alors que dans une la SCI, alors plus à l'IS, hein, bien évidemment, ouais, tout à fait, tu réintroduis les amortissements. Alors le LMNP maintenant est concerné depuis concerné, ouais, 2-3 mois, exactement. mais bon, je vais faire une interview avec une comptable qui est très experte là d'ici quelque temps et du coup on va quand même, creuser ce sujet-là. C'est raboté, mais c'est pas non plus le on va dire, le Oui, très négatif, quoi. on a toujours Voilà, la dégressivité en fonction de la durée de détention, donc qui exact permet, quand en même dans un partie, certain nombre de exactement. cas d'atténuer, les choses, et Non ça mais restera de toute façon plus intéressant que les revenus fonciers, à on est date. d'accord, Voilà. ça c'est sûr. Mais bon, c'est un autre sujet, mais le truc, c'est que pour revenir, on a essayé, démembrer avec l'usufruit, ça veut dire qu'à un moment donné, fiscalement, c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire ce calcul-là avant d'acheter ses locaux, quoi. Oui, alors après on s'adapte toujours en la situation. Est-ce que les locaux ont déjà été achetés? Est-ce qu'ils sont à acheter? Et puis après il y a aussi une question, donc on l'a dit, le vrai moteur, hein, de ces opérations, je le répète, mais c'est vraiment d'assurer, heu, un confort patrimonial aux 2 parties. À titre personnel, le dirigeant qui va se Personne morale et constituer personne physique, ouais. voilà, du patrimoine, et pour la société personne morale, c'est aussi la sécurité, parce qu'encore une fois, quand vous êtes usufruitier d'un bien, vous n'avez plus à vous poser la question d'est-ce qu'on va accepter de vous renouveler votre bail? Est-ce que les loyers vont pas, flamber? Et cetera, et cetera. Donc il y a quand même tout un tas d'avantages à être usufruitier, et également, vous allez, si on prend, je sais pas, un usufruit, temporaire de 15 ans, le coût à un instant donné de cet usufruit pour 15 ans sera inférieur à la somme des loyers que vous auriez dû décaisser pendant 15 ans. Donc il y a aussi un intérêt financier au-delà de l'intérêt juridique pour la société. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, même si derrière, on a des conséquences fiscales qui sont plutôt agréables, la vraie motivation première de ces opérations-là, c'est de sécuriser d'un côté la société et sécuriser de l'autre côté l'entrepreneur. Et ça se Et complexifie quand il y a des associés. C'est-à-dire là, tu parles ça se d'un cas complexifie quand il y a plusieurs associés, et mmh, cetera, et c'est là où effectivement, il faut avoir recours à des sociétés, à des statuts bien rédigés, prévoir, les cas effectivement
où on aurait en cours de route des associés qui voudraient sortir. Bien évidemment, toutes ces questions se posent. Et le dernier point que je voulais évoquer, juste en rebondissant dessus, c'est qu'il y a aussi une question de capacité financière. C'est Mmh. que parfois, le fait d'avoir la double partie, et l'entreprise et les entrepreneurs à titre personnel, ça permet d'avoir la solidité financière nécessaire à l'acquisition des locaux. Ce qui parfois serait pas le cas. L'entrepreneur pourrait pas forcément acheter tout seul à titre personnel et inversement, peut-être que pour la société, financer une acquisition de la pleine propriété, ce serait aussi un investissement un peu trop important et par conséquent, le fait de splitter un peu cet investissement en 2, d'avoir 2 parties qui vont financer ou plus si on a plusieurs associés, ça permet véritablement aussi de rendre les choses économiquement viables. C'est-à-dire la banque, tu peux aller la voir en disant: «J'ai une SCI qui porte l'usufruit Le et bien, le alors bien». non, la SCI, elle portera le bien et le OK, démembrement portera plutôt sur les parts sociales de la société. d'accord. Donc Voilà. ça, les banques, elles sont, ouais, il faut tomber sur le bon banquier quand même parce que Ouais, il faut effectivement un oh banquier punaise! professionnel, qui comprenne ce genre Des fois avec d'opération, les mais différés, c'est pas simple. Alors, bon, ouais, mais voilà, il y bonjour a les de bons banquiers. banquiers, professionnels Ah bien qui sûr, comprennent non mais tout à fait ces on en connaît, opérations et mais quand même si tu vas dans ton banquier, on va dire du quotidien, si tu pas chez des entreprises et pas accompagné par des banques privées, parce que nous on travaille plus essentiellement qu'avec des banques privées. Là, par contre là, tu as les banquiers, on va dire, c'est pas méchant, mais de ton quotidien, c'est sont moins avertis, disons. Voilà, exactement. c'est ce que je veux dire. OK. Bon, bah, écoute, on va quand même basculer sur, bah, l'aspect financier, la SCPI démembrée. Ah, Ouais, si tu tout à veux fait. rajouter peut-être quelque chose sur Non, l'immobilier non, professionnel? c'est voilà, mais Ou comme ce qu'on encore a une fois, hein, balayé, quoi? c'est de le balayer rapidement, Ouais, c'est-à-dire que ouais, c'est ouais. un vrai sujet, Ah c'est ouais, un ouais. vrai sujet. Encore une Ah mais fois, moi je j'ai appris plein reboucle de trucs là. sur, bah, c'est l'essentiel. C'est Ah ouais, ouais. l'essentiel que ça permette d'apprendre, de partir d'un sujet où beaucoup de gens peuvent déjà se dire: «Ouais, ouais, le démembrement, je sais à peu près ce que c'est, j'en ai entendu parler». Et en Bah, fait, de c'est s'apercevoir que, et comme tu l'as dit, ça fait à peu près 1 heure qu'on discute et il y a encore énormément d'autres cas de figure où on aurait pu parler de démembrement parce que c'est un sujet qui est vraiment, profond, passionnant et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Simplement pour rappeler vraiment des choses, hein, c'est toujours, de dire qu'on fait pas ça, pour des raisons, fiscales. On fait ça pour se conforter, à la fois à titre personnel, se constituer un patrimoine, anticiper, on parlait des retraites tout à l'heure, de l'allongement de la durée de la vie, d'éventuellement de sujets de dépendance et cetera. Le vrai ouais. enjeu, c'est ça, c'est de se constituer un patrimoine à titre personnel et de l'autre côté, c'est d'assurer à ma société une jouissance paisible parce qu'à partir du moment où elle est usufruitiée, ben, je prends l'exemple récent, mais qu'on a vu, hein, on a eu le Covid, on a eu une reprise de l'inflation, et cetera. Bah, il y a eu certaines protections pour certaines entreprises sur les revalorisations de loyers, mais si on regarde comment les indices, que ce soit l'ILC, que ce soit l'ILAT ou ce genre de choses, ont évolué pendant ces années-là de forte inflation, bah, je peux vous assurer que les entreprises qui étaient usufruitières et pas locataires, elles ont pas regretté leur choix parce qu'à ce moment-là, elles avaient à un instant donné acheté un usufruit et donc elles ont pas eu à subir, l'explosion, du coût de leur loyer parce que les indices ont explosé aussi à ce moment-là. Donc il y a vraiment, cet intérêt-là qui est fort, qui est très important pour la société. Non, mais tu fais bien de le rappeler. Le truc, c'est que l'objectif de ce sujet, c'est de susciter l'intérêt sur cette question qu'est le démembrement, qui est très, 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 très large et que en 1 heure de temps, tu peux pas balayer. Mais c'est de susciter les intérêts, de se dire: «Attends, mais je m'étais rangé dans une case, mais peut-être qu'il y a une sous-case». C'est l'intérêt pour moi, il est là. Mais du coup, Tout à fait. sur l'aspect financier, parce que là, on a parlé beaucoup d'immobilier physique et ce qui est normal Ouais, parce que tout à c'était fait. un peu l'angle en fait, c'est pas l'angle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font de l'immobilier physique en France Bien et il sûr. y a quand même ceux qui font du financier ou de la perte papier. Donc dis-nous un peu un mot sur les CPI démembrés, comme on dit, Ouais. dans le jargon. Et ben, on va être finalement sur une notion, extrêmement proche, de tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Donc on est là, cette fois-ci, sur de l'usufruit principalement à terme fixe, d'accord? Où, cette fois-ci, c'est plutôt les sociétés de gestion qui elles-mêmes, fournissent un barème de valorisation. L'avantage, c'est que sous réserve de trouver une contrepartie, c'est-à-dire un investisseur intéressé pour acheter, bah, la nue propriété si ce qui vous intéresse, c'est l'usufruit ou inversement acheter l'usufruit si vous, ce qui vous intéresse, c'est la nue propriété, vous allez pouvoir le faire sur des durées de 3 à 20 ans. Donc déjà, on peut vraiment calibrer son investissement en fonction de sa, durée, de placement souhaitée. Donc ça, si je me place côté usufruit, si moi je suis entrepreneur, que j'ai une société
ça va être extrêmement intéressant parce que si j'ai une trésorerie à faire travailler pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, je sais que je vais pouvoir aller sur ce type de sujet. Fiscalement, c'est plutôt intéressant parce qu'encore une fois, un usufruit, c'est quelque chose qui se déprécie dans le temps et donc à ce titre, c'est quelque chose qu'on va amortir comptablement. Donc ça nous permet d'avoir des TRI, des taux de rendement interne sur ce genre de placement qui sont assez élevés. Point de vigilance sur les risques de chacun. Quand on va sur une SCPI, mais aussi le cas sur un bien immobilier, l'usufruitier, il n'est pas soumis à la variation de la valeur des parts. En revanche, il est soumis à la variation des revenus distribués. Et ça peut avoir un impact. On Mmh. a vu ces derniers mois, dernières années, qu'il y a eu pour certaines SCPI des Tremblay? difficultés, voilà, sur la valeur des parts. L'usufruitier n'est pas concerné. En revanche, certaines SCPI ont aussi légèrement, malheureusement, dû diminuer les distributions qu'elles ont faites aux associés. D'autres les ont augmentées, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, quand vous êtes usufruitier, si les loyers diminuent, bah, malheureusement, ça va impacter votre investissement et inversement, si les loyers progressent à la hausse, ça va rendre votre investissement encore meilleur qu'anticipé. Non, D'accord? mais ça, c'est bien, c'est pour ceux qui ont de la trésorerie disponible et qui n'ont pas besoin, entre guillemets, qui peuvent l'immobiliser quand même pendant pas mal de temps, sur les durées que tu as dit, bien évidemment. Ouais, c'est ça, 3 à 5 ans, généralement, c'est rare qu'on aille vraiment sur des durées plus importantes, mais sur des durées de 3 à 5 ans, c'est vrai que c'est assez intéressant et de l'autre côté, bah, à titre personnel, on en a parlé tout à l'heure avec, les investissements en nue propriété avec un bailleur pendant pareil, 10 ans, 15 ans de l'autre côté. On a exactement le même mécanisme, la même logique. J'ai pas besoin de revenus tout de suite. Je sais que, un des inconvénients des SCPI, c'est que ça distribue des revenus fonciers qui sont assez fortement taxés. Je peux faire le choix, moi, en tant qu'investisseur, pardon, de n'acheter que la nue propriété pendant une durée donnée, c'est-à-dire qu'il y a un usufruit en face pour une durée donnée. Donc je vais accepter de ne pas percevoir les revenus tout de suite parce que ça me permet d'acheter moins cher et mon gain, cette fois-ci, sera en capitalisation, ce qui est un gain qui est, pas taxé au fil de l'eau et donc qui me permet d'avoir finalement un rendement, qui est, bien plus favorable que si j'avais acheté en pleine propriété tout de suite mes parts de SCPI à un moment donné où je n'en avais pas besoin et donc qui me générait des revenus à un moment où j'en avais pas besoin et où j'avais déjà d'autres revenus importants. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces, investisseurs-là? Ça va être beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, à partir de 50 ans, qui vont anticiper la retraite et qui vont se dire: «J'achète en démembrement, j'achète que la nue propriété, sous couvert d'un usufruit qui va durer peut-être 10 ans et je sais que grosso modo, ça va faire le lien entre aujourd'hui où j'ai un capital à placer et dans 10 ans, quand je vais effectivement être en retraite, que j'aurai une baisse de revenus et qu'à ce moment-là, ce sera judicieux pour moi d'encaisser ces revenus locatifs en complément de ma pension de retraite». Je pense que tu vois, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, moi, en résumé, là, je te l'ai dit un peu en intro, le monde de la gestion de patrimoine, quand tu as les bonnes personnes et quand tu as les bons partenaires, et tu l'as très bien dit sur cette interprofessionnalité, quand tu es bien entouré, un bon CGP, expert comptable, avocat, quand tu as une équipe autour de toi, c'est des sujets assez importants. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, hein, pour se payer et pour avoir accès à ça, alors même si ça se vulgarise, il faut avoir du patrimoine, il faut avoir des revenus assez, tu vois, des TNI 30, 41, 45. Heu, voilà. Mais il y en a beaucoup qui seraient concernés parce que moi, ma conviction personnelle, c'est que le système par solidarisation des retraites, je pense pas qu'on y voit une fin, mais il y a un essoufflement, il y a il va se réinventer. On est une génération de point de bascule, moi, comme je dis souvent, et mes filles, moi, ne vont pas voir le système de retraite comme nous, on le voit. Mais ça, c'est une conviction personnelle, bon, je me mouille un peu en le disant. Mais par contre, ça veut dire que on va devoir encore plus être très, avertis sur ces sujets-là, Alors là, on a quand même balayé, des sujets quand même très techniques, hein, donc les gens Oui. nous excuseront, et les puristes, si Baptiste et moi, on a dit des coquilles, et qui nous corrigent, hein, il y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, ce que je veux vraiment que les gens y comprennent, c'est que, tu vois, en en balayant vraiment un spectre très large, c'est qu'il faut vraiment être averti, être accompagné, sur ces sujets-là, parce qu'il y a des mouvements futurs qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, hein, je pense, hein, et que c'est hyper important parce que tu vois, là, ce que tu dis sur la nue-propriété d'une SCPI, tu t'embêtes pas effectivement avec du bien immobilier physique, hein. Il y en a qui en veulent plus, il y en a qui ont une aversion à ça, et je peux le comprendre, hein. C'est quand même, ça peut être usant quand tu as beaucoup de lots, beaucoup de choses à faire, et donc du coup, tu as des solutions pour
préparer ta retraite en fonction de chaque profil. Donc, tu vois, c'est même important de balayer tous ces sujets-là pour que les gens sachent, ah ok, ça existe. Et je le mets dans un coin de ma tête. Voilà. C'est un peu moi ce que je pense au vu de notre échange, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est aussi, pour rebondir sur les SCPI et un intervenant que tu as eu il y a pas longtemps aussi sur le grenier qui est Michael Ferrari, qui te parlait, Ouais. de son choix de basculer sur les locaux professionnels. Mmh. Un des intérêts des SCPI également, c'est que pour les personnes qui ont la conviction que c'est, un secteur effectivement intéressant, bah, c'est vrai que d'aller tout seul s'aventurer, à investir dans des locaux professionnels, ça peut parfois faire un peu peur, que ce soit en termes d'aspect juridique, en termes de tickets d'investissement. Et un des avantages de la SCPI, c'est aussi de permettre l'accession à ce marché de l'immobilier professionnel, Tout à fait, ouais. qui a bien des atouts. Et pour ça, je renvoie à ton précédent épisode parce que effectivement, c'est aussi un constat que beaucoup d'autres investisseurs que lui ont fait, mais qui est fondé, parce que quand on voit aujourd'hui un petit peu les évolutions, le déséquilibre qu'on peut avoir entre les avantages et les contraintes parfois dans le résidentiel. Voilà, on sait qu'on a ce côté besoin de logement et manque même de logement et qui est assez important. Mais pour les investisseurs qui cherchent un meilleur équilibre entre le couple rendement-risque et y compris sur le risque réglementaire, c'est vrai que cet immobilier professionnel a toute sa place dans un patrimoine. Je suis totalement aligné. C'est pas parce que nous, on fait quand même majoritairement du résidentiel qu'on est opposé aux locaux, aux professionnels, loin de là. Je pense que c'est une histoire de profil. Comme toi, dans ton métier de conseil, nous, on a un métier quand même de conseil en immobilier. On fait gaffe. Il y a des gens, on leur dit, écoutez, l'immobilier pro, c'est pas pour vous, et l'immobilier résidentiel, bah non, n'en faites pas, quoi. Il y a pas de sujet là-dessus. Donc bon, après, on essaye au mieux, mais des fois, t'as la hype un petit peu de Oui, faire de c'est ça. l'investissement, voilà. Mais nous, on n'est pas fermé. Chez Ganiming, en tout cas, on a une manière de faire, mais bon, c'est pas le but de parler de notre manière de bosser. En tout cas, moi, Baptiste, je suis très content qu'on ait pu discuter de ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou sur lesquelles tu voudrais peut-être préciser quelque chose ou on a balayé tout ce qu'il fallait? Non, écoute, je pense que c'était J'espère que une les gens n'ont pas dormi. non, espérons pas, et surtout que ça leur donnera, peut-être, Ah, c'est des clés. de nouvelles Hein. idées, des clés. Encore Ouais. une fois, il y a plein d'aspects, ce qu'on avait évoqué ensemble, c'est aussi essayer de le faire sur des actifs, plus financiers, qui est souvent aussi une partie où on n'imagine pas que le démembrement de propriété, soit possible. Et pourtant, il y a aussi de très belles choses à faire sur du démembrement, basé sur des actifs financiers. Donc, hésitez pas, si vous avez, encore une fois, du patrimoine, des sujets, à creuser, ces aspects-là, que ce soit avec votre CGP, avec votre notaire. Et sans oublier, et encore une fois, c'est peut-être ça que je veux une fois de plus marteler, Mmh. c'est sans oublier que le démembrement de propriété, c'est avant tout un sujet juridique et qu'il faut bien comprendre quelles sont les conséquences juridiques de ce qu'on fait et pas uniquement de se dire: «Ah bah, c'est génial, j'ai entre 51 ans et 61 ans, ma nue propriété vaut que 50%». Parce que si vous le pensez comme ça, il y a de fortes chances qu'à un moment donné dans votre vie, vous découvriez un des aspects juridiques du démembrement qui vous plaira peut-être un petit peu moins. Voilà. Tu fais encore une fois bien de le préciser et je pense que les gens l'ont bien compris. En tout cas, les gens, on mettra, toi, tu es plutôt LinkedIn, hein, je crois, tu es plutôt, Ouais, ou plutôt LinkedIn, voilà. donc vous Bon, retrouverez, on mon mettra le lien. profil avec ce qui est le plus simple pour me contacter. Bon, OK, super. Bah, en tout cas, merci Baptiste, pour ton temps, pour ton expertise, et on mettra tous les liens, pour retrouver Baptiste, pour que vous puissiez le solliciter, en tout cas. Bon, merci à Merci tous et j'espère. Mickaël, c'était hyper intéressant effectivement d'échanger, sur ce sujet. Bon, merci à tous et je vous dis à une très prochaine. Ciao, ciao. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.